l'histoire commence en fait en juin dernier, donc vous voyez c'est très récent, où j'ai rejoint l'iLab, donc qui est la structure d'innovation radicale du groupe Air Liquide. Donc quelques mots sur cette structure. En fait fin 2013, courant 2013, la direction de recherche et développement fait le constat que l'innovation en fait, au sein du groupe Air Liquide est de moins en moins, on va dire, performante, dans le sens où on met de plus en plus de temps pour mettre des produits sur le marché. Ce qui est finalement une caractéristique qui est assez commune à beaucoup de grands groupes, puisque plus un groupe est important et mature en fait, dans son organisation, plus on va chercher l'excellence opérationnelle et plus en fait on va rendre l'organisation rigide. Et en la rigidifiant, finalement, on va se priver de tout un tas de leviers qui permettent de faire émerger des idées innovantes qui vont pouvoir donc générer de la croissance à long terme. Donc comme tu l'évoquais tout à l'heure, une start-up n'est absolument pas le modèle réduit d'une grande entreprise. Je dirais que c'est même radicalement l'opposé. Une start-up, c'est effectivement une structure très agile dont le but est d'aller identifier un business model, alors que la grande entreprise a pour objectif l'efficacité et la performance. Et ces deux objectifs sont presque antithétiques. Je dis presque parce que à Air Liquide, on a fait le pari de créer une structure qui va permettre justement d'aller imaginer, développer les nouveaux marchés sur lesquels le groupe va pouvoir se reposer à horizon 10-15 ans. Voilà un petit peu pour l'organisation, l'origine de l'iLab. Alors, hop. Alors l'iLab, donc la structure d'innovation radicale, c'est aujourd'hui une vingtaine de personnes, donc ça reste très modeste au regard du groupe Air Liquide qui compte aujourd'hui 50 000 personnes, avec on va dire deux grandes équipes. Une équipe qui est orientée plus qu'on appelle think tank, donc qui a pour, on va dire, ADN tout ce qui est sciences sociales, avec une approche très structurée dans l'analyse des grandes tendances sociétales. Son objectif, en fait, c'est ça, c'est d'identifier à long terme les besoins de notre société. Je prends un exemple, par exemple. Aujourd'hui, vous voyez, globalement, on a un vieillissement de la population. La population est majoritairement urbaine et cette tendance s'accélère d'année en année. On a une disparition des matières premières, une pollution de l'environnement. Bref, on a un certain nombre de dynamiques, de tendances qui sont mises en place et qui sont en train de s'accélérer et qui vont aboutir finalement à des nouveaux besoins à horizon 10-15 ans. Et à la naissance, en fait, au croisement en fait, entre ces besoins sociétaux à horizon 10-15 ans et la légitimité du groupe Air Liquide, légitimité étant un concept élastique puisqu'on parle plus de légitimité perçue que réelle en fait, on va identifier des nouveaux territoires de croissance pour Air Liquide. Donc c'est le cas, donc du projet sur lequel je travaille aujourd'hui, qui est finalement l'origine et un peu le fruit de cette réflexion. Donc, think tank d'un côté, corporate garage de l'autre, corporate garage étant en fait toute la partie, l'approche vraiment maker, c'est-à-dire l'idée c'est vraiment d'apprendre les choses en expérimentant, donc on explore des marchés, en déployant des plans d'expérience, en faisant des prototypes, des choses bricolées qu'on va tester auprès de nouveaux marchés, de nouveaux usages. Voilà, de façon, on va dire, très lean, très bricolage. Ce qui est un peu une révolution dans un groupe comme Air Liquide, qui est une boîte vraiment de technologues, d'ingénieurs, où la culture du groupe veut que
voilà, avant de mettre quelque chose sur le marché, on va s'assurer que tout soit absolument parfait. Et du coup, ça prend du temps à développer. Là, l'approche est radicalement différente. On essaye, on bricole un truc, on essaye et on voit ce que ça donne. Et à partir de là, on apprend. Alors, respirer dans la ville. Donc respirer dans la ville, c'est un des territoires de croissance qui a été identifié par l'ILAB. Quelques indicateurs, je ne vais pas y revenir, je l'ai déjà un petit peu parlé, avec un focus en particulier sur l'air intérieur. Donc l'air intérieur, on le voit encore ces derniers jours. Enfin, la qualité de l'air, en fait, la qualité de l'air a un impact très significatif sur la santé des gens, sur notre santé, à la fois au quotidien, mais aussi sur le long terme. L'extérieur est pollué, comme on peut le voir dans les journaux et en respirant aujourd'hui à Paris, mais en fait, nos intérieurs sont souvent beaucoup plus pollués. À Paris, c'est 10 fois plus. Généralement qu'à l'extérieur. Et on passe 90% de notre temps à l'intérieur de bâtiments, c'est la vie moderne. Donc en fait, fort de ce constat, on se dit il y a forcément quelque chose à faire dans ce domaine-là. Donc du coup, voilà, ce qu'on se dit, c'est que l'amélioration de la qualité de l'intérieur constitue un levier pour améliorer la santé et le confort des citadins. Donc qu'est-ce qu'on peut faire sur ce marché-là? Donc c'est là où c'est à ce moment-là où je rejoins l'ILAB, donc en juin 2014, où en fait mon manager me donne le mandat suivant, dire voilà, t'as pas de budget, t'as pas de ressources, à part du temps, mais imagine un business qui puisse répondre à cette problématique. Voilà, ta carte blanche. J'ai dit c'est top, ok, on y va. Donc j'ai commencé en fait, pas de ressources, pas de spécifique à part du temps, j'ai commencé par lire des bouquins et en particulier je suis tombé très vite sur le bouquin d'Eric Rice, Lean Startup. J'ai trouvé ça j'ai trouvé ce bouquin, les concepts qui étaient présentés dans ce livre, plein de bon sens, puisque j'ai eu, avant en fait de travailler à l'ILAB, j'ai eu la chance de travailler sur des projets de R&D et effectivement il y a des pratiques, on va dire, que je ne comprenais pas bien. Là, j'ai compris que je n'étais pas le seul, en fait, que pour mettre au point un produit performant, l'approche consommateur, finalement, c'était par là qu'il fallait commencer. Donc, du coup, en fait, j'ai commencé, après avoir lu quelques bouquins, finalement, j'ai dit, ok, on y va, let's get out the building, et on va aller rencontrer des gens dans la rue, et on va leur demander un petit peu ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils pensent de la qualité de l'air, de leur santé, etc. Donc j'ai commencé à faire ça en mode très, on va dire, sauvage, puisque j'ai juste pris mon calepin et mon microphone, mon iPhone plus exactement, et puis je suis allé interviewer donc des gens dans la rue de passage. Expérience assez difficile en fait. Arrêter quelqu'un à Paris dans la rue, c'est assez compliqué. Non, je ne veux pas d'argent, je veux juste un peu de votre temps. Voilà. Et mais par contre en fait, même si ça a été une expérience difficile, j'ai appris énormément de choses. J'ai compris que finalement, la qualité de l'air, c'était quelque chose d'assez abstrait pour la plupart des gens. En fait, oui, quand on parlait de pollution, il y avait souvent un mix-up avec tout un tas de choses et que ça correspondait plus en fait à un mal-être dans la ville qu'à une véritable compréhension de la problématique qualité de l'air qui est assez complexe et assez technique. J'ai appris que, je suis un peu naïf, mais qu'en fait les gens, même s'ils savent que c'est pas bon pour leur santé, ils ne vont pas forcément changer leur comportement. Voilà, j'ai appris plein de petites choses comme ça, mais quand même vachement intéressantes. Donc ça, c'était les interviews sauvages, et puis ensuite j'ai quand même fait des interviews un peu plus, on va dire, un peu plus préparées, sur un mode vraiment plus long, avec une approche plus sociologue,
donc avec des guides d'entretien et avec l'identification de profils un peu spécifiques qui représentent les tendances, on va dire, clés au sein d'une population. Et là, c'est des entretiens qui ont duré entre 4 et 6 heures. Donc, c'est des entretiens qui sont très longs, mais qui sont également très, très riches. Donc, voilà, des insights market très intéressants qui font que j'ai compris que le segment B2C, c'était pas le bon. C'était pas le bon. Donc, du coup, voilà, on arrête le B2C et on va aller voir ce qui se passe du côté B2B. Donc, la même approche. Je contacte des professionnels, des gens de la petite enfance, des gens du monde hospitalier, des DRH, des responsables HSE dans des bâtiments corporate. Et puis en fait, je les interviewe, je les interroge sur quelles sont leurs préoccupations par rapport à cette thématique. Et là, en fait, je comprends que l'intérêt, il est complètement différent et que potentiellement, là, ça peut être une cible. Autant sur la cible B2C, QAI, donc c'est qualité de l'air intérieur, finalement était assez faible, autant dans l'entreprise, pour certains types de clients, c'est vraiment un must. Voilà, il faut vraiment, il y a vraiment une préoccupation et des actions avec des budgets engagés sur ces thématiques. Voilà, avec une compréhension effectivement assez large des enjeux. Donc maintenant, je me suis dit, voilà, maintenant qu'on a une cible intéressante, j'avais 2-3 segments à tester, on va réfléchir à un plan d'expérience. Et à une première proposition de valeur. Alors donc, première proposition de valeur à laquelle je réfléchis, tout simplement, c'est un peu bête, mais finalement, améliorer la santé et le confort des employés au travail. Donc là, j'ai une approche assez rationnelle de la chose. Je suis ingénieur de formation. Donc je dis, finalement, la pollution de l'air intérieur, c'est quelque chose qui est assez difficile à cerner et percevoir par nos sens. C'est une problématique qui est complexe, avec des implications sur la santé qui sont difficiles à comprendre. Donc, pour faire bouger les choses, pour faire bouger les lignes dans l'entreprise, d'abord, la première chose, c'est monitorer la pollution, première étape. Ensuite, on va pouvoir quantifier, hiérarchiser les risques. Donc voilà, on mesure les risques. Ensuite, on va pouvoir déployer un plan d'action pour pouvoir adresser chacun de ces risques. On va mesurer l'impact des solutions qu'on aura mis en place. Et ensuite, on va être capable de rentrer, en fait, si vous voulez, dans une spirale vertueuse en définissant de nouvelles actions. Un petit peu la même démarche que ce qu'on peut avoir en qualité, par exemple. Voilà. Donc, voilà, on va tester ça. Et donc, pour tester ça, en fait, il faut que... première réflexion, c'est comment je peux construire, en fait, mon premier MVP. Donc, je me dis, pour mesurer, il va falloir effectivement que je conçoive un petit objet connecté. Donc, là, en fait, j'ai une approche de hacker, dans le sens où je suis allé prendre des équipements qui existent dans le commerce, je les ai démontés et j'en ai fait un nouvel objet. Et puis j'ai développé une interface web extrêmement simple pour pouvoir interagir finalement avec ce petit boîtier. Donc, fort de ce premier prototype, tout content, je vais chez un premier candidat hôtesse, donc
Là, je trouve que c'était un hôpital. Et puis, en fait, je me rends compte que je ne peux pas déployer mes objets connectés parce que tout simplement, ça rentrait trop dans les détails, mais j'ai conçu mon produit comme pour un produit grand public, c'est-à-dire, voilà, on a une box, on se connecte sur une box, et voilà, sauf que en fait, dans un hôpital, ça ne se passe pas comme ça, comme en fait dans n'importe quelle entreprise privée, il y a des firewalls, il y a des DSI, il y a tout un tas de gens qui complexifient la possibilité de se relier à Internet, évidemment. Donc voilà, première erreur, ce qui me donne en fait finalement un input pour faire évoluer mon produit. Voilà, et puis un autre problème, c'est que la connexion, parce que je suis quand même arrivé à force de persévérance à connecter mon produit chez un premier client, l'interface était vraiment trop lean. Donc je me dis, c'est pas la peine de continuer. Mon MVP ne me permet pas de tester ma proposition de valeur, il faut que je revienne dessus pour pouvoir vraiment faire un test qui en soit un. Alors, donc, expérimentation numéro 2, cette fois-ci, voilà, j'ai fait évoluer mon MVP et donc là maintenant, j'en suis là en fait. Je suis en phase de... Je pars en Chine, j'ai un premier client en Chine en fait ce week-end où je vais faire un premier déploiement sur la semaine prochaine. Voilà à peu près où est-ce que j'en suis aujourd'hui. Et pour vous donner un petit peu, j'ai oublié de mentionner en fait les différentes les durées de chacune des phases. La première expérimentation, en gros, on était sur une durée de 2-3 mois. 2-3 mois sur la partie interview, insight market. Ensuite, on a 4 mois à peu près pour la conception, 3-4 mois pour la conception du prototype. Voilà. Alors, le bilan. Alors évidemment, quelques on va dire, éléments à partager avec vous, quelques retours d'expérience. C'est qu'effectivement, la première idée, même si on est vraiment convaincu que c'est une bonne idée, en fait, c'est jamais la bonne. Quand on la confronte à un premier client, à un premier utilisateur, on voit que ça ne marche pas. Enfin, très souvent, voilà. Très souvent. L'autre point, c'est qu'effectivement, il faut penser problème avant solution. Alors ça, je pense que là, c'est quelque chose que j'ai assez bien fait dans ma démarche. Mais ce n'est pas la première start-up en fait, que je fonde. Il y en a une autre. Avant de rejoindre Air Liquide, j'avais déjà monté une start-up. Et j'étais rentré un peu dans ce travers. Enfin, avec mes associés, on était un peu rentré dans ce travers de partir sur des solutions avant de vraiment bien définir le problème. Les interviews clients-utilisateurs, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement précieux. Et c'est ce que tu évoquais déjà tout à l'heure, Christophe. Cette phase-là, il est vraiment impératif de la garder, l'interaction avec le client le plus longtemps possible, jusqu'à ce que, voilà, vraiment avoir identifié sa proposition de valeur. Sinon, à partir du moment où on cesse d'interagir avec son client, on commence à commettre des erreurs. Ce qui est vraiment pas toujours évident dans un contexte effectivement avec des actionnaires. Alors, moi j'ai un actionnaire qui est un peu particulier puisqu'il est unique. Mais en fait, c'est un peu la même chose, puisque j'ai déjà, enfin, aujourd'hui, j'ai dans ma démarche
pas mal de pression en termes de com, en termes de livrables. Et il faut savoir résister finalement à cette pression pour continuer l'interaction avec le client, le cycle d'itération, essayer des choses, se tromper, recommencer, apprendre et recommencer. Alors, maintenant les quelques difficultés. Moi je trouve que faire un MVP bien calibré, c'est pas si facile que ça. Là vous l'avez vu, j'ai eu dans ma première version de MVP, j'ai fait un truc trop lean, trop lean. Et je trouve que c'est vraiment pas facile d'avoir le bon dosage sur pas trop développé, mais juste ce qu'il faut pour pouvoir tester la proposition de valeur que l'on veut tester. Ensuite, trouver le bon challenge. C'est pas non plus donc la bonne proposition de valeur, ça prend du temps. Voilà, il faut pas, exactement, il faut se donner du temps pour réaliser ces interactions avec ces différents utilisateurs, bien comprendre les pain points et ce qui fait que votre business model il va exploser. Et ensuite, effectivement, utiliser Lean Startup dans un grand groupe, c'est pas quelque chose de très simple, puisque c'est on va dire une approche qui est très loin culturellement de ce qui peut se faire dans un grand groupe. Voilà, malgré tout, je pense que ça peut marcher, notamment dans une structure comme l'iLab où il y a des fondements qui sont relativement sains. Enfin, on pourra en parler si ça vous intéresse par la suite. Alors les avantages, vous les connaissez tous, un gain de temps et un gain d'argent qui sont évidents. Donc gain d'argent, en fait, si on n'avait pas eu cette phase on va dire, d'exploration terrain, je pense qu'on serait très tôt fourvoyé dans les propositions de valeur. Et en termes de gain d'argent, finalement, aujourd'hui, si on met de côté mon salaire, en termes d'investissement pour investiguer ce terrain-là, aujourd'hui, je suis à un budget qui ne dépasse pas 15 000 €, ce qui est relativement faible si on compare au budget de R&D, d'innovation habituel dans un grand groupe. Voilà. Et un dernier point, effectivement, je pense que la démarche, cette démarche d'aller investiguer un terrain, un marché par l'expérience, c'est finalement un grand bénéfice pour un grand groupe, même si le projet n'aboutit pas, puisque ça va lui permettre d'avoir une compréhension très fine de celui-ci et on va pouvoir initier derrière des stratégies qui sont, on va dire, éclairées à la fois, alors stratégie de croissance, que ça peut être des acquisitions, des projets d'open innovation, enfin tout un tas d'autres leviers pour générer de la croissance dans un grand groupe. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout. J'ai à peu près tout dit sur ce que je voulais vous dire. Si vous avez des questions. Oui ? Alors, vous avez commencé avec le bouquin d'Eric Ries, et pour l'application, la mise en pratique, comment vous avez fait? Vous avez continué à appliquer ce qui était dans le livre? J'ai plusieurs sources d'inspiration. Steve Blank, il a été cité également. En fait, j'apprends vraiment en marchant. C'est-à-dire que effectivement, j'ai lu ces bouquins. Maintenant, je suis plus un homme d'action finalement que trop théoriser et rester dans le livre, quoi. Je pense, en tout cas, moi je fonctionne comme ça. C'est vraiment en faisant les choses, en me confrontant aux problèmes,
que j'apprends en fait. Donc du coup, j'ai plus une démarche de dire, bon allez, je vais essayer comme ça, et puis quand je rencontre un point dur, là je me replonge dans les bouquins, dans les blogs ou à travers mon réseau, et je dis, ben, qu'est-ce que vous pensez, comment on fait? Voilà, c'est plus ma démarche en fait. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Oui. Pour faire des tests et des expériences chez des clients, avec des clients, sans mettre à risque la réputation ou la marque de la société, comment vous faites? En fait, je ne dis pas que je suis Air Liquide. Voilà. Voilà. Et en fait, j'y vais vraiment, je fais les choses, je suis un peu culotté dans le sens où bien souvent, en fait, je suis allé chercher des contacts sur Internet, enfin, voilà, des directions générales. Je les ai contactés, je leur ai exposé mon projet et je dis, voilà, est-ce que ça vous intéresse d'être partenaire, de travailler ensemble pour développer cette nouvelle offre? Et puis voilà, ça marche pas. Il se trouve que dans la majorité des cas, ça marche en fait. Si vous arrivez à trouver le bon interlocuteur, à avoir un discours qui est le bon, on va dire, à aligner finalement vos intérêts et celui de votre partenaire, il y a souvent en fait les gens sont ouverts. Voilà. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec vous. Le fait de, notamment dans les interviews, dans la rue, etc., j'ai eu la même difficulté, c'est que le fait de mentionner qu'on travaille pour un grand groupe, tout de suite, les gens se mettent en retrait. Donc en fait, le plus simple, c'est de ne pas en parler. Donc quand vous contactiez des partenaires ou des clients, vous disiez juste être un entrepreneur. Oui, voilà, je suis un entrepreneur et dont le projet est hébergé dans une structure d'innovation radicale. Là, je parle d'Air Liquide. Ce qui est un demi-mensonge en réalité. Oui. Donc, je comprends le projet et la démarche Lean Startup, mais comment vous faites après pour réintégrer le projet au sein de Air Liquide? Alors, on ne rentre pas dans les process. Voilà, c'est en ça que, je l'ai un tout petit peu évoqué tout à l'heure, le positionnement de l'iLab est intéressant et sain. L'iLab est une structure qui n'est pas intégrée dans l'organisation, la grosse machine Air Liquide. Voilà, exactement. On est finalement un petit peu à côté de l'organisation, rattaché directement à la direction générale, ce qui fait qu'on ne se prend pas les pieds avec les directions opérationnelles. Alors bien sûr, il y a la direction juridique, il y a la direction de la communication, etc. On est un peu borderline parfois, mais globalement, on arrive à fonctionner. Voilà. En même temps, l'iLab est une initiative qui est assez récente. Hein. On existe depuis, donc du coup, aujourd'hui un an, un petit peu plus d'un an. Mais malgré tout, son positionnement par rapport à l'ensemble du groupe fait que aujourd'hui, je suis convaincu que voilà, on va pas se retrouver en frontal avec le groupe, en fait, avec les autres activités du groupe. D'ailleurs, c'est d'ailleurs même une des missions de l'iLab qui est de transformer, enfin faire rentrer dans l'ère du digital certaines activités historiques, puisqu'on a pu identifier que certaines de nos activités historiques étaient à risque de se faire disrupter en fait par des nouveaux acteurs avec les nouveaux systèmes, les business models en fait. Et une de nos missions, c'est justement d'identifier ces business-là et de les faire. Voilà. Vous avez aussi une mission de veille concurrentielle entre Tout à fait. Par rapport à des phénomènes de disruption. Tout à fait. Mais excusez-moi, vous n'avez toujours pas répondu à la question qui est comment vous intégrez. Bon, vous avez un produit, donc maintenant le produit, il faut qu'il soit fabriqué et vendu et supporté par Air Liquide et non pas par le lab. Tout à fait. C'est comment vous réintégrez justement le produit dans cette organisation pour faire ce produit avec les process qu'on a et non pas des nouveaux process. Ouais, tout à fait, ok. Alors, en fait, donc on est en train d'écrire l'histoire. Hein. Non, mais... On est en train d'écrire l'histoire. Mais aujourd'hui, en fait, ce qu'on est en train de faire, parce qu'on est vraiment en train de le faire,
c'est de dire que ces projets-là, finalement, ne font pas partie du core business d'Air Liquide et qu'on est sur des modes de réflexion, de développement, d'organisation qui ne peuvent pas rentrer dans l'organisation aujourd'hui Air Liquide. Du coup, on va les développer à côté. Voilà. Donc, on n'a pas encore tout à fait tranché de la façon dont on allait le faire. Voilà, est-ce que ces initiatives vont être spin-offées finalement assez tôt avec une participation minoritaire du groupe, des co-investisseurs, c'est des choses qu'on envisage. Mais ça peut être aussi, on va créer un véhicule juridique qui est porté par Air Liquide et en fait qui va porter l'ensemble des participations dans ces différents projets. Voilà. Ce qui est certain, c'est qu'on ne va pas rentrer dans l'organisation Air Liquide tant que ces projets-là ne sont pas devenus des entreprises suffisamment matures. Sans quoi, en fait, on a déjà fait l'expérience, on les tue. Voilà. C'est bon? Oui, très bien. Oui? Mais à quoi ça le grand groupe à ce moment-là quel est le futur de l'innovation au sein d'un grand groupe? Parce que le grand groupe finalement est voué à terme à être une holding qui détient des participations dans plusieurs startups innovantes finalement. Est-ce qu'ils ne sous-traitent pas toute l'innovation aujourd'hui? Donc quelle est leur raison d'être? Alors, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça peut être effectivement une solution de voir un grand groupe finalement comme une structure qui a des participations dans plein de startups. Ça peut être le cas, et d'ailleurs certains grands groupes fonctionnent déjà comme ça. On a déjà d'ailleurs finalement au sein d'Air Liquide une structure qui s'appelle Aliad, qui est la structure de venture capital du groupe, qui fait déjà ça, qui prend des participations minoritaires dans des startups. Alors, on utilise le terme start-up, je trouve que c'est plus tout à fait des start-up, c'est déjà des entreprises qui ont trouvé leur business model. Mais en tout cas, voilà, lorsqu'on a identifié des entreprises qui peuvent aider le groupe à se positionner à terme sur un marché qui a été identifié comme stratégique, on le fait à travers ce véhicule-là. Maintenant, un grand groupe, c'est aussi un avantage pour porter une initiative, une start-up, telle que je suis en train de le faire aujourd'hui. Pas tellement en fait dans les premières années d'existence, mais ensuite plus tard, puisque en fait, lorsque vous avez identifié votre business model, que vous avez développé un projet avec un partenaire qui vous suit, qui vous accompagne, qui partage votre vision depuis le départ, c'est un vrai avantage. Et deuxième point surtout, c'est que en fait l'idée c'est de faire levier sur le groupe en termes de position dans le monde. Aujourd'hui, Air Liquide est présent dans 80 pays. On travaille dans des centaines de secteurs différents. Et le fait d'avoir un acteur comme celui-ci à son board, c'est évident que pour un déploiement commercial, c'est un avantage. Voilà. Il faut que les relations, par contre, soient, on va dire, saines entre... Voilà. Oui. Tu disais qu'il y avait 20 personnes. Oui. En Aliad. Chaque personne a un projet ou chacun il y a plusieurs personnes qui sont accompagnées Alors en fait, on a deux projets entrepreneuriaux qui sont en train de voir le jour à l'iLab. Donc il y a le mien en fait qui est le plus avancé, et puis il y en a un autre sur le digital qui est en train qui va probablement éclore là, dans les mois qui arrivent. Les autres personnes en fait travaillent aujourd'hui sur la partie Societal Intelligence, donc à savoir tout ce qui est analyse de marché, etc. On a une autre équipe qui travaille sur des projets d'open innovation, c'est-à-dire lorsqu'on a identifié en fait des acteurs, des startups pour le coup,
qui développent des produits, des solutions qui peuvent, qui sont en lien avec les thématiques qu'on a identifiées et participer à la croissance du groupe. On essaye de monter des projets ensemble, voire éventuellement prendre des participations lorsque ça nous semble intéressant. Voilà, en fait, il y a plein d'initiatives pour créer de la croissance à moyen long terme. Pour ce projet-là, du coup, en termes de profil, il y a toi, plus une démarche KPA, des personnes qui sont la plus business pour cadrer l'aspect commercial dans le second temps. Enfin, les différents profils de personnes qui participent à ce projet-là plus concrètement. Sur le projet Caring for My Hair ? Oui. Alors c'est très simple. Donc jusqu'à février dernier, j'étais tout seul. Et là, en fait, je commence à constituer une équipe. Donc pour l'instant, c'est plutôt des stagiaires. Hein. Je n'ai pas pu créer de poste encore, mais c'est normal. Et c'est très bien comme ça, je trouve que c'est très sain. Pour l'instant, aujourd'hui, vu que je suis encore dans une phase, on va dire, de définition de produits, etc., je suis plus... en fait, non, j'allais dire, c'est plus des profils techniques, mais non, en fait, j'ai 2 ingénieurs et j'ai 2 business. Donc, voilà, c'est équilibré. Alors, moi, la petite question, en fait, c'est je suis en train de monter dans cette start-up, cette boîte sous l'égide, je dirais, de l'équipe. Tes parts là-dedans, en fait, je dirais, ta liberté, ça. Enfin, c'est laquelle? Alors, t'as des parts dans cette boîte et en fait, ma liberté, elle est très grande. Elle est presque, ouais, elle est très très grande. Et effectivement, cette question de part, c'est quelque chose qui m'a posé un problème au départ de cette initiative, puisque voilà, aujourd'hui je suis effectivement employé. Je commence à développer ce projet-là sur la base d'un projet en étant complètement sous l'égide, sous l'ombrelle Air Liquide, sans structure juridique. Donc aujourd'hui, effectivement, aujourd'hui j'ai pas de part. Maintenant, l'idée de l'iLab et du groupe Air Liquide, c'est vraiment d'encourager les démarches entrepreneuriales. Et si on veut avoir une démarche entrepreneuriale, il faut que les entrepreneurs soient intéressés au business, sans quoi en fait on n'a plus de démarche entrepreneuriale. Donc effectivement, on va aller sur des modèles on va dire, de développement qui ne sont pas habituels au sein d'Air Liquide. Et donc effectivement, j'aurai des participations dans cette boîte. Donc aujourd'hui, ce que je ne sais pas, c'est combien. Voilà. Mais dans mon entourage au sein de l'iLab et de la direction générale, il est à peu près clair que la réussite d'une start-up, elle dépend des gens. Voilà. On n'est pas comme dans un grand groupe où, on va dire, où l'excellence opérationnelle repose sur l'expertise qui a été accumulée après des années. Dans une start-up, ce qui fait le succès d'une start-up, c'est avant tout l'équipe. Donc pour motiver l'équipe, pour la garder, pour l'encourager, il faut évidemment qu'elle ait des parts. Quelle est ta position par rapport à la gratification de l'entrepreneur? Est-ce que tu penses qu'il faut faire prendre des risques aux entrepreneurs? Est-ce que c'est on maintient le full salaire et puis si ça marche, il y a des parts et c'est tant mieux? Ou est-ce qu'on réduit le salaire et il y a des parts, et si ça marche, c'est super, et si ça marche pas, c'est le risque? Ouais. Est-ce que tu penses quelle est ta position par rapport à ça? Alors moi je suis assez... Alors je vais vraiment parler pour moi parce que c'est une position qui n'est pas du tout partagée au sein d'Air Liquide. Moi je suis favorable à la prise de risque. Je suis absolument... pour moi, une démarche entrepreneuriale s'accompagne d'une prise de risque. C'est pas... voilà. S'il n'y a pas de risque, il n'y a pas de tension et du coup, je pense qu'on ne prend pas forcément les bonnes décisions. Et d'ailleurs, en fait, dans mon mandat, finalement, aujourd'hui, en gros, on m'a dit, bon,
tu fais ce que tu veux. Bon, tu n'as pas de budget, tu n'as pas de ressources pour l'instant, mais si tu délivres, les choses vont venir. Par contre, ce qui est sûr, c'est que dans 18 mois, il faut qu'on commence à délivrer un peu de cash. Voilà. Je ne sais pas encore combien, mais il faut qu'il y ait quelque chose, faut qu'on ait quelque chose de tangible au bout de 18 mois, sinon ça s'arrête. Et je trouve ça sain, en fait, d'avoir cette démarche-là. Est-ce que c'est possible, selon vous ? L'histoire le dira. Voilà.